Chers élèves, bienvenue pour ce nouveau cours en ligne. Alors je vous disais chers élèves, mais vous êtes un peu dans la posture d'étudiant ici. Et vous avez un aperçu de ce qu'est l'université pour les séries non scientifiques, dans lesquelles la quantité de travail personnel est conséquente. Pour ceux qui iront en classe préparatoire, eh bien, il va falloir aussi travailler son autonomie, parce que là, l'autonomie, ça va être le b.a.-ba, la base, l'élément le plus à travailler. Alors je suis heureux de vous retrouver de nouveau pour ce cours conférence, même si je préférais vous voir en chair et en os. Mais on va faire avec ce qu'on a, et ce qu'on a, pour l'instant, c'est ça. Alors, il est temps d'attaquer un nouveau thème. Le thème 4. S'informer. Un regard critique sur les sources et modes de communication. Alors, ce thème, finalement, il est assez dans l'air du temps, puisqu'en ce moment, normalement, vous devez chercher beaucoup à vous informer, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Par exemple, sur la date de reprise des cours, donc notre ministre nous a informé hier, il a fait un communiqué de presse que vraisemblablement nous devrions reprendre le 4 mai. Voilà. Euh, voilà, ça c'est ce qu'il pense, et justement je vous invite à vous informer pour voir quels sont les débats qui vont autour de son point de vue par exemple. Bon alors, ce thème 4, il faut l'introduire, et donc en toute logique nous commençons par l'introduction. Comment s'informe-t-on aujourd'hui? Alors je fais deux trucs en même temps encore, voilà, j'ai pas encore bien les réflexes qu'il faut. Alors, on commence par le petit a, des médias et supports de communication qui n'ont jamais été aussi nombreux et divers. Il y a deux parties dans cette introduction, un grand A et un grand B. Pour une fois, il n'y en aura pas trois, c'est comme ça. Mais bon, déjà une introduction qui fait deux parties, et en soi, ça vous surprend un petit peu. Bon. La problématique, c'est celle qui va avec l'introduction, on ne va pas en rajouter une pour le grand A et pour le grand B. Par contre, certaines sous-parties que nous aborderons, on les problématisera. Alors, l'introduction de l'introduction du grand A. C'est-à-dire que les médias, ils sont une composante essentielle de la vie sociale. Le mot média lui-même, le terme, il apparaît en 1953. Alors qu'en fait, avant 1953, on n'emploie quasiment pas le mot. Il apparaît vraiment en 1953. Alors, média. Média, c'est une définition à noter dans notre cahier, et je vous invite à recopier celle qui est présente dans vos manuels. Ça doit être à la page 212. C'est cela même, page 212, donc vous avez la définition de média. Donc, pour information, je vous la lis, média désigne à la fois les moyens de diffusion massive de l'information et l'ensemble des acteurs qui participent à la production des contenus informationnels. Alors, voilà, ça c'est ce que vous avez copié dans votre cahier. Nous, on va plus loin. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que derrière médias, quand on parle des médias, on parle de l'ensemble des moyens. Et quand on parle de l'ensemble des moyens, ça fait référence évidemment à la technique, qu'il ne faut pas oublier. Dans l'ensemble des moyens, il y a les moyens techniques. Et ce sont des moyens techniques qui sont propres à un individu ou à un groupe. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher l'information de façon individuelle, on peut aller la chercher en groupe, et de même les moyens techniques qui sont individuels ou ils sont pluriels d'une certaine façon. Ensuite, il ne faut pas oublier que les médias, on peut aussi les ranger dans d'autres catégories. C'est-à-dire qu'on peut parler de médias publics, qui sont liés à l'État, ou de médias privés, qui sont des sociétés indépendantes. Et puis autre façon de ranger les médias, on peut ranger d'un certain côté ceux qu'on considère comme les médias de masse, qui s'intéressent
directement à beaucoup de personnes. Et puis, il y a des médias plus individuels. C'est-à-dire que quand vous vous envoyez des Snapchat, on est vraiment sur un média qui est très individualisé. À contrario de TF1, qui serait une chaîne de télévision, et donc ici un média de masse. J'espère que vous comprenez bien ici la nuance entre les deux. Donc vous voyez qu'à l'intérieur des catégories, on peut faire des sous-catégories, parce qu'on peut être public de masse et on peut être privé de masse aussi. L'un et l'autre ne sont pas forcément incompatibles. Bon, alors, nous, on va s'intéresser à ce que les sociologues et les spécialistes, les historiens ont écrit sur la question. Je vous invite à regarder la diapositive numéro 1. La diapositive numéro 1, c'est une photographie de Francis Ball. Alors Francis, F-R-A-N-C-I-S, et puis plus loin, Ball, B-A-2-L-E. Bon, alors vous aurez remarqué la petite pause pour la photo, évidemment. Bon, Francis Ball, il a écrit plusieurs livres sur les médias, et il y en a un qui est le plus abordable pour vous. Bon, évidemment, en ce moment, on n'a pas forcément le loisir, c'est pas un loisir d'ailleurs, mais en temps normal, c'est un loisir d'aller acheter un livre. Donc la diapositive numéro 2, eh bien, elle vous présente l'un des livres qui est le plus abordable pour vous, un que sais-je sur les médias. Bon, alors, qu'est-ce qu'on note, nous, dans notre cahier? Pas tout ça à propos de Francis Ball. Mais Francis Ball, dans ses études, il fait ressortir l'idée que le média, il s'identifie à son contenu. Derrière les médias, il y a plusieurs fonctions. Il y a d'abord la fonction d'informer. Il relève aussi la fonction de divertir, celle de communiquer et celle d'éduquer. Donc, le média s'identifie à son contenu. Informer, divertir, communiquer, éduquer. Ça, c'est vraiment l'idée maîtresse qu'on peut ressortir des écrits de Francis Ball. En outre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les médias, ils participent aussi à produire des représentations ou à diffuser des représentations. Et en cela, les médias, ce sont aussi des producteurs de culture et d'imaginaire collectif. Alors cette phrase, producteur de culture et d'imaginaire collectif, on la doit à un historien, Christian Delporte. Alors vous avez la diapositive de Christian Delporte, c'est la diapositive numéro 3 dans votre cahier de texte. Donc producteur de culture et d'imaginaire collectif. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter sur les médias? On peut noter que les médias, ils ne sont jamais vraiment neutres. C'est-à-dire que à partir du moment où ils informent, ils divertissent, ils communiquent, ils éduquent, ils ont une influence sur les personnes. Du coup, parfois, il y a une tendance à confondre ce qui relève des médias et ce qui relèverait de l'opinion publique. Il y a bien un lien entre l'un et l'autre. C'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres du programme d'histoire des terminales encore cette année. Vous ne serez pas concerné par ce programme l'année prochaine, a priori, à moins qu'il y ait des changements d'ici là. Mais on n'en a pas parlé en tout cas. Donc on est dans ce côté où les médias, ils exercent une influence. Et du coup, parfois, on a tendance à confondre ce que disent les médias et quelle est l'opinion publique générale. Alors, dernière diapositive ici pour la présentation des personnes. On est sur la diapositive du livre de Marshall McLuhan. Alors, il ne l'a pas écrit tout seul, son livre, Marshall McLuhan. Et ce qui est intéressant dans ce travail de McLuhan, c'est qu'il va substituer l'expression de massage à celle de message. C'est-à-dire que derrière un média, derrière l'information qu'il véhicule, le divertissement, la communication, l'éducation, si on reprend les propos de Francis Ball, eh bien, il y aurait le massage, c'est-à-dire que
ça serait plus important que le contenu, la façon dont on nous donne l'information, hein, d'où l'expression ici pour lui de masse. Alors, le grand A, plutôt que de rentrer dans plein de types de documents, je vous donne une activité à faire, c'est l'activité qui est page 212-213 qui vous permet ici de prendre conscience des médias en tant que support de communication qui ont été nombreux et divers. Et puis, une fois que vous aurez fait l'activité, on rentre dans la suite du cours et on fera appel à un ou deux autres documents, des diapositives pour illustrer des idées différentes. Voilà, donc on y va. Maintenant que vous avez fait l'activité, on peut reprendre petit 1, la multiplication exponentielle des supports. Information et communication. Information et communication ont des points communs. Mais ils ont aussi des différences. Alors, parlons d'abord de la communication. Communiquer, c'est établir une relation avec autrui. Ça, c'est l'action de communication. L'information, derrière l'information, c'est une autre action, celle de diffuser des renseignements. Ça, c'est informer, hein, d'une certaine façon. Informer, c'est transmettre des informations. Bon, on tourne un petit peu en rond. L'information, ce sont aussi les renseignements que l'on obtient. J'ai eu une information, j'ai des informations à transmettre. Et la transmission passe par la communication. Vous voyez bien ici qu'il y a des points communs et des différences entre l'une et l'autre. Alors, pour aller plus loin sur les liens entre l'un et l'autre et leurs différences, eh bien, je vous invite à écouter une vidéo dont le lien est donné dans le cahier de texte électronique, où on a un journaliste et c'est pas un blogueur, mais c'est un youtubeur, enfin je sais plus exactement, mais on a ici une discussion sur justement la nuance entre l'information et la communication. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Bon, alors vous pouvez ajouter déjà des petites notes que vous avez prises par rapport à cette vidéo pour aller plus loin, hein, bien sûr. Ça, c'est toujours enrichissant. Bon, autre idée à consigner dans vos cahiers, c'est celle que derrière le langage, il y a une transmission d'informations. Or, pour communiquer par le langage, il y a la nécessité du contact direct, ou du moins il y a eu pendant longtemps la nécessité du contact direct, de la communication orale, par le langage oral. Et ce contact direct par l'oral, il a pendant longtemps été lié à une parole qui a été rapportée. On m'a dit qu'on se transmet l'information de bouche à oreille. Et là, vous comprenez tout de suite, normalement, la limite d'un tel exercice et la déformation que ça peut entraîner pour l'information. C'est-à-dire qu'entre l'information initiale et la façon dont elle est rapportée au final, eh bien, il y a beaucoup de transformation. Ce type de communication, il existe encore. Hein. Il y a Michel qui a été prendre un verre avec Mathilde, et puis on sait comment ça finit à la fin dans la bouche des élèves dans le bus à la fin de la journée. Bon, et puis la nécessité du contact direct, elle peut aussi passer par l'écrit à partir du moment où on a l'écrit. Et là, il y a une première rupture, c'est-à-dire que la transmission de l'écrit déforme moins le message. Donc pendant longtemps, on a écrit à la main jusqu'à ce que Gutenberg, c'est la diapositive suivante, la diapositive numéro 6, soit à l'origine d'une première révolution dans la communication et le langage, avec la mise au point de
L'imprimerie, il part pas de rien, Gutenberg. On y reviendra un petit peu plus tard dans les jalons, mais il met au point l'imprimerie. On va retenir les choses comme ça. Et grâce à l'imprimerie, on a une diffusion plus grande des productions écrites. Bon, si la diffusion est plus grande, le nombre de lecteurs il reste restreint. Il va commencer à se développer petit à petit, mais on est vraiment sur un nombre très restreint de personnes qui savent lire et écrire par rapport à la totalité de la personne. Les choses vont se mettre à changer au 19e siècle, avec la révolution industrielle notamment. Alors d'abord parce qu'on a des moyens techniques nouveaux, c'est-à-dire que l'imprimerie ou la presse se faisait à la main dans des ateliers, on va mettre au point des appareils de presse, des rotatives, qui vont permettre de produire en un temps record de très grandes publications et de très nombreuses publications. Donc on augmente la quantité d'écrits, et puis si c'est possible, c'est parce que la clientèle, entre guillemets, augmente elle aussi. C'est-à-dire que la révolution industrielle, elle a aussi des effets sociaux qui sont notamment liés au développement de l'alphabétisation dans la population. Il y a un plus grand nombre de lecteurs. Il y a déjà là un premier boom de l'information. Ça, c'était mon fils qui éternue, c'est bien. Voilà, la promiscuité pour les enregistrements. Bon, bref, c'est un détail. Alors, justement, revenons sur le nombre de personnes alphabétisées par l'intermédiaire de la diapositive numéro 7. Eh bien, au travers de cette diapositive, vous voyez que le nombre de personnes sachant lire et écrire, il a constamment évolué jusqu'à atteindre des chiffres très importants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est une minorité de personnes à l'échelle du monde ou à l'échelle des États qui ne savent ni lire ni écrire. On parle parfois d'illettrisme. Bon, il y en a encore beaucoup, sans doute trop, mais ce nombre, il a quand même beaucoup réduit. Eh bien, après la Deuxième Guerre mondiale, cette diffusion de l'écrit dans le reste du monde, elle s'est opérée. Maintenant, on est d'accord pour le dire, il y a des différences entre les territoires. On a des territoires dans lesquels l'illettrisme est plus répandu que... Donc on est tous d'accord pour dire que les moyens de communication, ils ont évolué. Et après l'imprimerie, eh bien, on a pu communiquer grâce à d'autres outils. Le télégramme. Alors d'abord, les premiers télégrammes ont été des télégrammes mécaniques. En fait, il y a des appareils qu'on mettait dans certaines positions, qui faisaient des lettres, et puis de poste en poste, donc il fallait que ça soit visible d'un endroit à l'autre, on transmettait l'information, et puis avec l'électricité et le code Morse, on a pu transmettre les télégrammes plus rapidement et sur des plus grandes distances. On s'est mis à tirer des câbles, par exemple au travers de la Manche, et on a pu transmettre ainsi des informations de Paris à Londres. On a pu communiquer de Paris à Londres. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'était le téléphone. Et puis on s'est libéré du fil avec la radiodiffusion, d'abord sur grande onde, petite onde, fréquence moyenne, qui ont permis donc de communiquer à distance, sans fil. Et puis est venue l'ère de la télévision, c'est-à-dire qu'à la voix qu'on était capable de faire voyager, on s'est mis à faire voyager la voix et l'image. Et puis tout s'est accéléré encore avec les ordinateurs et la connexion à Internet qui ont permis d'augmenter encore l'intensité et la qualité des échanges numériques. Et puis la dernière révolution des moyens de communication, c'est celle que vous êtes en train de vivre avec les smartphones et la connexion sans fil. Et cette interactivité qui est de plus en plus grande. Alors, quand on parle des moyens de communication, il ne faut pas perdre de vue, et là on est vraiment dans la géographie, du fait que pendant longtemps, les moyens de communication, ils ont été liés aussi à la capacité de déplacement physique. D'abord par diligence, puis par le train, par les bateaux, par les voitures, par l'avion, tout ça a aussi permis une diffusion de l'information plus grande. Et puis les câbles, on en a déjà parlé, ont participé
participent aujourd'hui à une diffusion plus grande d'Internet à l'échelle du monde. Donc, finalement, pour finir ce petit 1, on pourrait noter qu'il existe aujourd'hui une grande diversité de supports médiatiques. Eh bien, support médiatique, c'est une définition à noter dans votre cahier pour clore ici ce petit 1. Support médiatique, alors je vous le lis puisque j'ai le manuel sous les yeux. Moyens de diffusion, journaux, chaînes de radio ou télévision, site internet, 3 petits points. Les médias sont ainsi à la fois source, producteur et support diffuseur d'informations. Bon, passons maintenant au petit 2. L'information comme produit de consommation. Un utilisateur a recours à plusieurs supports pour accéder à l'information. Alors prenons l'exemple d'un Français. Français lambda. Celui qui n'existe jamais mais qui est créé statistiquement pour faire des études. Eh bien, ce Français moyen, il dispose de 3 appareils. Et la télévision n'est plus aujourd'hui qu'un écran noyé parmi les autres appareils qui sont à sa disposition. Alors que la télévision, dans les années 80, c'était un média de masse. Un média de masse qui avait déjà pris la place d'un média qui occupait auparavant la première place, la radio. La radio qui elle-même avait pris la place du journal papier. Donc bref, vous le voyez, peut-être que finalement, demain, vos smartphones seront eux aussi ringardisés par vos enfants qui auront des puces implantées directement dans le cerveau. Bon, on est dans la science-fiction, mais le cycle de la reproduction des innovations fait que est aussi valable entre guillemets pour l'information et la communication. Donc reste que aujourd'hui le poids des smartphones il est considérable. Statistiquement, en termes de données, on sait que presque la moitié des humains dans le monde se connectent aujourd'hui à Internet via un smartphone. Ça veut dire que même dans des endroits parfois très reculés, eh bien, vous avez des gens qui se connectent à Internet. Pas forcément avec leur propre téléphone, mais par un téléphone. On va y revenir un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on observe aussi quand on parle de l'information comme produit de consommation finalement? Comment on consomme l'information aujourd'hui? Eh bien, elle est de plus en plus consommée à la demande. Et ça, c'est une nouvelle orientation. Et on a de plus en plus de consommation à la demande. Alors d'abord en fonction des centres d'intérêt. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Eh bien, en fonction de leur centre d'intérêt, ils vont se tourner vers certaines informations, consommer certaines informations plutôt que d'autres. Quelqu'un qui est fan de judo, il va consommer des informations sur le judo. Alors qu'auparavant, on attendait qu'il y ait du judo à la télévision. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Vous avez des sites internet qui sont dédiés au judo, par exemple. Et les fans de judo vont aller regarder des informations sur le judo. Et s'ils veulent, ils peuvent faire ça toute la journée. Donc, il y a de plus en plus de consommation à la demande. Ça, c'est la première chose. Autre chose, et là, on est dans une évolution qui est liée au téléphone portable, c'est la mobilité et le vagabondage. C'est-à-dire qu'en fait, en se déplaçant, on reste connecté. Il y a par là une certaine ubiquité, la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps. Et en même temps que cette mobilité et ce vagabondage, il y a une double tendance. Une double tendance à l'individualisation et au partage. Donc individualisation, j'espère que vous comprenez bien ce qu'il y a derrière cette notion d'individualisation. C'est un individu qui consomme, et puis il y a le partage. Et le partage, c'est-à-dire que si c'est bien un individu, il partage son contenu avec d'autres. On partage ses liens, on partage ses communications, on partage ses photographies. C'est bien une nouvelle tendance de cette consommation de l'information. Alors, finissons
ce grand A avec la troisième partie. La troisième partie, crise des médias ou redistribution des cartes. Donc là, on est dans une question finalement, pour finir. Les médias, parmi les médias, il y a certains qu'on appelle les médias traditionnels, ceux qui étaient là avant. Et pour vous, le téléphone portable sera un média traditionnel. Eh bien, les médias traditionnels, ils ont connu des mutations. Donc les médias traditionnels, par ordre d'apparition, on a la presse écrite, la radio, puis la télévision. Et la presse. Quelle mutation connaît la presse écrite? Bon, première mutation de taille, c'est d'abord la diminution des tirages. On imprime de moins en moins de journaux écrits. Comment s'adaptent les titres? Eh bien, ils publient de plus en plus sur Internet. Libération, Le Figaro, Le Monde sont des titres auxquels vous pouvez accéder à partir de vos téléphones portables. Donc, ils cherchent à s'adapter. Parfois, on a même des journaux qui vont naître. C'est le cas de Mediapart que vous avez pu étudier dans votre livre et qui tient plus de la presse écrite historiquement que des nouvelles modalités de communication, mais qui s'est tourné directement sur le nouveau support Internet. Bon. La presse écrite connaît donc des mutations. La radio. La radio connaît elle aussi des mutations. Notons cependant que la radio, aujourd'hui, elle est encore efficace en début de journée. C'est-à-dire qu'en début de journée, on a encore beaucoup d'auditeurs qui écoutent la radio. L'avantage principal de la radio, c'est qu'on peut faire autre chose pendant qu'on l'écoute. C'est-à-dire qu'on peut prendre son petit déjeuner, on peut prendre sa douche, on peut se laver les dents, on peut demander à sa femme où est-ce qu'elle a rangé la dernière chemise qu'on cherche. Bon, peut-être que là je suis rentré dans des extraits de vie que vous vivez parfois dans vos familles le matin, mais c'est bien le signe que cette radio, elle continue à occuper une place importante dans les pratiques des gens le matin. Et preuve de ce succès de la radio encore le matin, c'est que les politiciens se bousculent pour aller aux émissions de radio du matin. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils seront écoutés, que ça sera porteur. Alors dans l'activité, vous aviez même une illustration avec la matinale de France Inter, et le jour où Nicolas Hulot avait déclaré en direct qu'il quittait le gouvernement sans en avoir prévu ses pairs. Donc vous voyez qu'il y a encore du coup une importance de la radio. On sait que c'est pas un truc anodin, la radio le matin. Et puis les radios connaissent des mutations parce qu'elles vont produire du support en ligne, parce qu'elles savent bien que à d'autres créneaux horaires, c'est plus difficile d'écouter la radio. Quand on est au travail, il y a des gens qui font des métiers où ils peuvent pas écouter la radio. Vous imaginez, moi, en tant que prof, avec la radio allumée en même temps que je vous fais course. Enfin, ça rimerait à rien. Mais, pour mon plus grand bonheur, il existe des podcasts. Par exemple, France Culture publie des émissions de radio qu'on peut regarder en différé. Donc, ensuite, la radio ajoute d'autres informations, des enquêtes complémentaires qui viennent en plus. Donc il y a des mutations aussi pour la radio. Bon, puis la télévision, un dernier média traditionnel ici, la télévision a elle aussi connu des mutations. D'abord l'apparition des chaînes spécialisées. C'est-à-dire qu'avec le développement de la TNT, du satellite, etc., on a de plus en plus de chaînes spécialisées. Par exemple, vous avez l'équipe 21. L'équipe 21 qui s'est spécialisée dans le sport. Et bien grâce à l'équipe 21, on pouvait suivre la saison de biathlon ou la saison de la pétanque ou suivre du vélo. Bref, on a ici une chaîne spécialisée. On a aussi des chaînes spécialisées sur le coronavirus en ce moment. BFM TV, comment elle s'appelle l'autre qui était iTélé avant, qui s'appelle Canal Plus Direct ou Canal Info, enfin bref je sais plus, qui est juste après BFM TV. On a France Info Télé aussi. Bref, on a des chaînes qui sont spécialisées dans l'information. L'une de ces mutations, c'est donc l'explosion du nombre de chaînes de télévision qui sont à votre disposition.
Or, le nombre d'auditeurs, lui, il n'a pas augmenté si considérablement que ça. Donc, l'une des premières conséquences, c'est le partage des audiences. C'est-à-dire que les chiffres de TF1 aujourd'hui sont moins mirobolants qu'ils ne pouvaient l'être dans les années 80, où il y avait dans les début des années 80 que 3 chaînes de télévision. Bon, évidemment, quand vous avez opulence de chaînes de télévision, tout le monde ne va pas regarder les mêmes chaînes. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais au collège, pour faire mon vieux prof qui raconte sa vie, quand j'étais au collège, on avait souvent tous regardé le même film la veille. C'est aujourd'hui de moins en moins le cas. Et le lundi matin, plutôt que de parler du film du week-end, c'est plutôt est-ce que tu as vu la vidéo de la femme qui repasse et qui fait semblant d'être une DJ avec le chat qui décolle et qui s'accroche au plafond. Voilà, c'est les vidéos virales de l'époque du coronavirus qui veut cela. Bon, bref, vous l'avez compris, les médias traditionnels connaissent des mutations. C'est vrai pour la presse écrite, c'est vrai pour la radio, c'est vrai pour la télévision. Autre mutation qui nous intéresse, c'est celle du temps passé en direct. Le temps passé en direct devant la télévision, il diminue partout dans le monde. On regarde de moins en moins de direct. Donc on regarde de plus en plus de choses en différé ou en replay. C'est le mot américain. C'est-à-dire qu'en fait, on va, de même qu'en podcast pour la radio, on va regarder en différé des émissions où, grâce à des médias comme Netflix, suivre nos séries quand on le veut, épisode comme on le veut, entre guillemets. On se dit, tiens, je suis en train de regarder Umbrella Academy, on est en plein milieu de l'épisode 2, on met pause, on va faire autre chose et puis on y revient plus tard. Quand j'étais petit, ce n'était pas possible, il fallait regarder en direct l'épisode et puis parfois nos parents nous obligeaient à aller faire les courses à l'heure où il y avait le dernier épisode de Jace et les Conquérants de la Lumière et on connaissait pas la fin et nos copains nous la racontaient dans la cour de récré le lendemain et on se disait « Ah, j'ai raté le dernier épisode !» Et c'était terrible. Heureusement après sont sortis les magnétoscope qui permettait d'enregistrer ce qui passait en direct à la télé et on pouvait se prêter les cassettes vidéo pour regarder parfois un film qu'on n'avait pas pu voir à cause de ça. Bon, bref, je vous parle d'un temps qui vous semble très loin. Donc il y a cette autre mutation, le temps passé en direct, il diminue. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Internet. Internet, il évolue également. C'est-à-dire qu'on est passé aujourd'hui au web 2.0. Le web 2.0, c'est le web où chacun peut produire du contenu. On est dans le contenu interactif. Quelqu'un publie quelque chose et puis vous avez la capacité de réagir, de mettre j'aime pas, ou de produire vous-même votre contre-article. On est dans le web 2.0. Chacun peut maintenant produire du contenu. On est dans l'interactivité. Dernière chose qu'on peut noter, redistribution des cartes, crise des médias. L'une des conséquences de tout ça, c'est qu'on évolue vers des lignes éditoriales qui sont de moins en moins neutres. On est de plus en plus finalement dans l'entre-soi. Et c'est tout le paradoxe. Il y a de plus en plus de choix d'informations et le débat d'idées, il diminue presque. Alors que l'offre est plus abondante. Pourquoi ? Parce que justement, on va vers ce qu'on aime, et comme on va vers ce qu'on aime, on est moins confronté à ce qu'on n'aime pas, qui au début devait passer par les mêmes canaux que ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on a même de plus en plus de médias qui sont très orientés politiquement, qui n'abordent jamais des points de vue contradictoires, donc il n'y a pas de regard critique, on reste dans l'entre-soi en termes d'information. Voilà, ça c'était pour le grand A. Passons au grand B. Bon, le grand B, je vais le mettre sur une seconde vidéo, sinon ça va être trop volumineux. Voilà, donc je vous laisse changer de vidéo.